Pascal Lesec et moi-même, Christophe Guichetot, sommes très heureux de pouvoir échanger aujourd'hui sur un sujet qui nous tient à cœur. Un échec est un succès, mais seulement si on en retient quelque chose. Alors, cette citation de Malcolm Forbes, qui a été le PDG du célèbre magazine financier new-yorkais, que tout le monde connaît pour son classement des grandes fortunes, nous a amené à nous poser pas mal de questions avec Pascal, et notamment comment tirer profit de cette expérience de l'échec pour pouvoir rebondir vers de nouveaux projets personnels et entrepreneuriaux. Bonjour, donc je suis Pascal Lesec, je suis, comme le montre l'étiquette, entrepreneur et coach conseil, c'est un peu plus compliqué que ça. En tout cas, je suis en Anjou depuis une dizaine d'années et j'ai commencé à entreprendre en arrivant dans cette belle région venant du Grand Ouest, plutôt la Mayenne, de mon côté. Voilà. Et je suis Christophe Guichetot, un pur angevin depuis 50 ans, serial entrepreneur, et je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Alors, nous sommes là aujourd'hui dans le cadre aussi de notre association. Nous remercions à ce moment la CCI qui nous a vraiment permis de participer aujourd'hui et de témoigner. La CCI du Maine-et-Loire qui est notre partenaire. 60 000 rebonds, c'est une association qui accompagne les entrepreneurs qui ont connu la défaillance et la liquidation judiciaire pour éviter de les laisser seuls après ce traumatisme. L'idée est vraiment de les accompagner pour leur permettre de rebondir au travers d'un projet professionnel, entrepreneurial et ou salarial. Alors, ce dispositif d'accompagnement, il peut durer sur 24 mois maximum, et c'est un double accompagnement, à la fois individuel avec un ou une coach et une marraine ou un parrain, et un accompagnement collectif qui permet de travailler sur des ateliers de co-développement. Je vais laisser Pascal parler de l'accompagnement du coaching réalisé par 60 000 rebonds, et je reprendrai la main ensuite. Oui, merci Christophe. Bon, je vais parler coaching parce que je suis formé coach professionnel, mais je suis avant tout un chef d'entreprise. J'ai passé près de 20 ans dans les, comment dire, dans les multinationales de l'équipement automobile. Je connais très très bien. Donc le rôle de parrain m'irait très bien aussi. Néanmoins, j'ai rejoint l'association en tant qu'entrepreneur ayant défailli. Donc quand on les accueille, ils sont entrepreneurs en rebond. Et en général, on n'est pas très fort ni très fier. C'est exactement l'inverse de ce que l'on vit quand on est chef d'entreprise. On fait partie de clubs de camarades, collègues, les pairs, souvent des clubs de winners d'ailleurs, hein, faut pas se le cacher. Et quand on perd son entreprise, tout ce réseau-là a tendance à disparaître. Alors, c'est pas définitif et complet, tout le monde ne disparaît pas, mais on a bien 80% du réseau qui s'évapore. À titre personnel, j'ai déplacé ma vie d'Angers vers Nantes parce que c'était devenu trop difficile pour moi de rester ici alors que je subissais cette pression sociale, le regard des autres. Donc quand l'entrepreneur rejoint l'association, en général, il a du mal à y venir parce qu'un chef d'entreprise rejoint une association où on va l'aider, c'est reconnaître qu'il a raté son coup et qu'il est en échec et donc il a besoin d'aide, qu'il est perdu. Et on n'est pas formaté comme ça en tant que chef d'entreprise pour accepter ce regard des autres sur nous-mêmes. Alors c'est difficile, c'est très difficile de venir. Et quand on vient, c'est qu'on est souvent au bout. Donc les personnes qui nous rejoignent, les chefs d'entreprise qui nous rejoignent, ont souvent plus grand-chose devant eux. On en a connu, hein, Christophe, à une semaine plus tard, il n'avait même plus d'appartement. Donc c'était la rue. Heureusement, ce n'est pas toujours le cas. Souvent, les chefs d'entreprise en rebond ont réussi à sécuriser leur situation. Ils ont toujours leur famille, etc. Donc on a à peu près toutes les typologies de chefs d'entreprise ayant failli avec leur entreprise, de celui qui est vraiment en galère à celui qui, bah, c'est un mauvais coup, et puis voilà, et puis c'est peut-être pas la première fois. Voilà. Donc, on a tout ce spectre-là à accueillir. Et donc, quand l'entrepreneur en rebond, l'EER, nous rejoint,
ils découvrent ce que c'est que le coaching. Parce que il y a vraiment pas beaucoup de chefs d'entreprise qui connaissent le coaching professionnel. Il ne s'agit pas d'aller faire du sport ensemble. C'est pas des coachs sportifs, c'est pas des coachs jardinage, ni mode, ni maquillage, ni quoi que ce soit. Ce sont des professionnels. On est formés, ce sont des diplômes universitaires. Les personnes, toutes les personnes vivent dans 3 sphères, la sphère privée, la sphère personnelle et la sphère professionnelle. Les psychothérapeutes s'occupent des sphères privées et personnelles. La sphère privée, c'est votre vie intime, tout simplement. La sphère personnelle, c'est votre comportement sur la route. Quelqu'un vous fait une queue de poisson, est-ce que vous rigolez, vous faites un bras d'honneur, vous le rattrapez pour vous venger? C'est votre comportement. Et la vie professionnelle, ça tombe sous le sens. Le psychothérapeute donc s'occupe de la vie privée et de la vie personnelle. Le coach s'occupe de la vie personnelle et de la vie professionnelle. Nous ne sommes pas des thérapeutes. On ne va pas aller traquer les accidents de poussette, les histoires de petite enfance, etc. Ça ne nous concerne pas. Par contre, on peut orienter sur les bonnes personnes. Donc le coach, il est dans une position d'accueil permanent. Et quand le R arrive, le mettre dans les mains d'un parrain pour qu'il l'aide, ça n'a pas beaucoup de sens à mes yeux parce qu'il n'est pas prêt à rebondir. Il y en a qui ont encore les dents par terre, hein. J'avais les dents par terre. J'ai liquidé ma société début 2016. J'ai passé l'année 2016 à me bagarrer vraiment très fort pour repartir sur quasiment le même métier, mais en extrêmement plus intelligent à mes yeux. Ça n'a pas marché, bien entendu. J'ai mis un an à comprendre que c'était pas bon. Donc ça, cette période-là, c'est une période qu'on appelle faire le deuil. Et on entre dans cette courbe de deuil par un choc. Le choc est tout en haut. On descend petit à petit. D'abord le déni. Ensuite, c'est-à-dire, c'est pas ma faute, c'est la faute des autres. C'est mon associé qui a fait ci, c'est mon banquier qui a fait ça, le commerce qui, le client ça. Ensuite, on va dans la colère, c'est-à-dire qu'on ne peut plus nier que c'est arrivé et on est vraiment en rage contre tout le monde. Et là, on s'enferme. On descend dans la tristesse et c'est le fond de la vallée des larmes. Et à cet endroit-là, il faut absolument que la personne, qu'elle soit chef d'entreprise ou pas d'ailleurs, soit soutenue par un coach. Parce qu'on a les outils, on a le savoir-faire et l'expérience pour accompagner ces personnes. Une fois qu'elles ont passé cette vallée, elles repartent dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'elles remontent de l'autre côté et elles ont accepté leurs responsabilités. Parce qu'un chef d'entreprise qui liquide sa société, c'est d'abord sa responsabilité. Il n'est peut-être pas coupable, c'est peut-être le marché, c'est peut-être les partenaires, mais il est responsable. Et cette responsabilité, elle est très difficile à accepter. Le travail du coach, c'est lui faire accepter cette responsabilité. Une fois qu'il l'a acceptée, mais vraiment au fond de son cœur, c'est-à-dire, c'est pas dit oui, oui, je suis responsable. Non, non. C'est au fond, on le comprend et on vit avec. Eh bien, le corps se calme, l'âme se calme et on repart dans l'autre sens et on commence à reconstruire. Et c'est là que le parrain se met vraiment en marche. Là, cette première partie de la descente de la vallée, le coach il est à 90% actif avec le ER. Le parrain est là à 10% parce qu'il faut maintenir le lien. Et quand le coach estime que le ER est prêt à repartir sur une formule de rebond, le parrain prend toute son activité et là, il construit un projet. Et le parrain est là pour accompagner le projet. Et le coach est là pour s'assurer qu'il n'y a pas de, comment dire, de perte de chemin de l'ER en route. C'est-à-dire que personnellement, j'ai eu 3 projets de rebond pendant toute la période d'accompagnement qui a duré 17 mois pour moi. 3 projets complètement différents. Et j'ai fini par trouver ma voie et je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais en tout cas, cet accompagnement du coach, il est fondamental parce que on est là pour permettre au chef d'entreprise de reprendre pied avec la réalité et de retrouver courage et confiance en lui-même. Ensuite, le parrain prend le relais. Est-ce que tu nous en parles? Donc, vous l'avez compris, le chef d'entreprise, il a un genou à terre et donc cette association va permettre au chef d'entreprise de repartir sur son projet. Vous pouvez couper s'il vous plaît, juste les slides, qu'on ait juste la caméra, le partage d'écran, pardon. C'est à moi de couper. Ok. En haut à droite. Avant qu'il était là. Tac, tac. Il n'a pas le même écran. Je n'ai pas le même écran que vous. Continue sur Teams. Sur Teams. Ah ouais, pardon. Tac. Là, c'est là. Là. Excusez-nous. Tac. Voilà. Parfait. En espérant que oui, ça a l'air bien. Formidable. Donc oui, ce qui est important, vous l'avez compris, donc cette association aide à rebondir.
Sans cette association, le rebond peut être compliqué. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas de vous parler de 60 000 rebonds et de cette belle association. C'est vraiment de vous expliquer comment aujourd'hui, Pascal et moi, chefs d'entreprise, entrepreneurs, avec un ADN de créateurs, de repreneurs, comment nous avons vécu cet échec et qu'en avons-vous fait pour pouvoir rebondir vers de nouveaux projets personnels et entrepreneuriaux. J'ai lancé ma première boîte, j'avais 26 ans. J'ai passé quasiment 20 ans dans le monde du vin. J'ai créé, j'ai repris, j'ai lancé. Et en 2016, quand je me suis pris les pieds dans le tapis, j'ai tout perdu. C'est-à-dire que je m'étais surexposé en termes de risques. J'avais créé une start-up qui s'appelait Mon Caviste à la maison, qui était un concept dégustation de vin à domicile sur le business model Tupperware. Le concept fonctionnait très bien. Il y a eu un démarrage très fort et nous sommes partis vraiment sur un mode de développement sur le business model d'une start-up avec une première levée de fonds, une deuxième levée de fonds, etc. L'idée, c'était d'asseoir le modèle comme l'acteur principal. Très vite, je me suis retrouvé complètement dilué comme actionnaire, c'est-à-dire que j'étais le créateur, j'étais le fondateur, j'avais initié tout le projet, mais je n'ai pas eu capacité à garder le capital, la majorité, et certaines de nos décisions n'étaient pas mes décisions, mais celle du pool d'actionnaires et des financiers. Donc, quand je me suis retrouvé face à l'échec, c'est-à-dire cette deuxième levée de fonds qui n'a pas réussi, puisqu'il y a eu plusieurs cailloux dans la chaussure, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire, j'ai tout perdu. Voilà, je me suis retrouvé euh, expulsé de mon logement, je me suis retrouvé au RSA, je me suis retrouvé au ticket alimentaire du comité communal d'action sociale pour pouvoir bouffer, enfin une véritable descente aux enfers. J'ai pris du temps. Alors évidemment, ma famille, mes amis, les très proches m'ont aidé. Je ne me suis pas retrouvé seul, mais j'ai pris du temps. J'ai pris 8 semaines d'introspection. J'ai écrit. J'ai ouvert un cahier et j'ai écrit ce que j'avais envie de vivre et ce que je n'avais plus envie de vivre. L'association 60 000 rebonds m'a permis vraiment de pouvoir remettre mes responsabilités au cœur de ce qui m'était arrivé comme histoire. Quelles étaient les responsabilités de Christophe Guichetot, quelles étaient celles des partenaires et quelles étaient celles que nous avions décidées collectivement. Et ça, c'était très important parce que ça permettait d'accepter la situation, de tourner la page et de pouvoir repartir sur autre chose. J'ai toujours entrepris depuis l'âge de mes 25 ans et là, j'ai décidé de faire autre chose. J'ai fait un reset professionnel sur la première partie de vie de toutes mes activités. J'ai repris des études. Je suis devenu consultant en mécénat et en collecte de fonds. Donc, je travaille aujourd'hui pour des structures d'intérêt général, des associations, des fondations, des fonds de dotation que j'accompagne pour mettre en place des stratégies de collecte de fonds. À l'opposé, j'accompagne des entreprises sur leurs sujets d'intérêt général en lien avec la politique ou stratégie RSE, le tout pour accompagner le maximum de parties prenantes et d'entraîner en premier lieu les collaborateurs. Alors, je parle sur des sujets complètement différents. Ça peut être de la biodiversité, du patrimoine, de la recherche, des études supérieures, peu importe les sujets.
Cependant, j'ai gardé à côté de toutes ces activités de véritables projets entrepreneuriaux sur lesquels aujourd'hui je n'ai plus envie d'aller seul, je n'ai plus envie de partir seul et ce sont plutôt des projets collectifs. Je travaille actuellement sur deux projets collectifs, un qui est dans le monde du sport et l'autre lié au monde de la brasserie artisanale, et qui me permettent de pouvoir imaginer un après cette gamelle que j'ai pris en 2016, toujours dans le même esprit d'entreprendre et d'aventure, mais vraiment sur une approche beaucoup plus collective et collaborative qu'auparavant. Et toi, Pascal, qu'est-ce qui s'est passé et comment voilà, tu as tiré profit de cet échec? Ben, j'ai peut-être eu la chance d'avoir un passé industriel, donc je ne suis pas un autodidacte comme toi qui a commencé très tôt. J'ai passé 20 ans, ouais, 17 ans dans l'équipement automobile, donc les multinationales, comme je le disais tout à l'heure. Et ce parcours au sein de ces multinationales m'a confronté bien sûr à ce qu'on appelle la rentabilité. Je menais des projets internationaux, donc j'étais tout le temps dans la sécurisation de mes positions pour être sûr que les projets aboutissent, etc. Bref, c'est une culture du management très forte, très puissante. C'est une très très belle école, ce monde-là. Un jour, j'ai décidé qu'il fallait que je quitte ce monde-là parce que je commençais à avoir des perspectives de poste, mais à l'étranger, en Corée du Nord, etc. Ça n'avait aucun intérêt pour moi. Donc j'ai dit, on stop, je sors. Et j'ai eu la chance de faire une formation, un master, et je me suis trouvé confronté à d'autres gens que des gens de l'automobile, comme quoi ça existait, des gens de l'informatique, de la génétique, etc. Et il y en a un qui a repris une entreprise. Je me suis dit, ça c'est pour moi, il faut que j'y aille. J'y suis allé. Alors, la première chose que je vois maintenant de là où je suis, c'est que j'y suis allé fort de mon savoir-faire de salarié, quel que soit le niveau que j'avais, peu importe. Mais mon expérience m'a fait dire, ouais, Pascal, tu es super balèze, tu as le temps, tu as le moyen de faire, tu sais à faire, il n'y aura pas de problème. Et on s'assoit sur le siège de l'entreprise qu'on a rachetée. Et quand on s'est posé sur le siège, c'est là qu'on commence à réaliser que c'est pas du tout la même vie qu'une vie en entreprise. Soudainement, quand quelqu'un pleure, il faut aller s'en occuper. Quand quelqu'un est absent, il faut pallier à l'absence. Il n'y a plus de hotline, hein, le PC qui tombe en panne, on se débrouille. Bref, on repart vraiment sur la base du débrouillez-vous, en fait. Et quand on est chef d'entreprise, on se débrouille. Alors, je parle des entreprises, pas celles où il y a 500 millions d'investissements avec des fonds derrière nous, etc. Une PME que l'on reprend, comme moi j'ai fait, j'ai repris une PME de 50 personnes, capacitaire pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire machine industrielle, fabrication et transformation de sol en caoutchouc, ce que vous avez dans les trains, dans les métros à Paris, etc. 37 pays qui étaient clients chez nous, 4 millions et demi de chiffre d'affaires, formidable, bien sous tout rapport. Mais quand je me suis assis, je me suis aperçu que la population que j'avais en face de moi est une population qui était pas hostile, mais en tout cas pas dans le même move que quand on était salarié. Salarié, on est une équipe. Quand on est patron dans une entreprise, eh ben, il y a nous et puis il y a les autres. Alors, quand on arrive à créer une synergie d'équipe, d'entreprise, c'est formidable, ça marche très bien. Mais quand ça commence à capoter, là, les problèmes se posent. C'est-à-dire que, bon, bref, vous êtes certains d'entre vous chez une entreprise, vous savez bien de quoi je vais parler. C'est pas toujours facile d'avoir des salariés quand on n'a été que salarié soi-même. Et j'ai appris sur le tas. C'était très difficile. J'ai passé une première année à faire du social, c'est-à-dire à essayer de comprendre où j'étais en fait, hein. Et j'avais beau avoir un gros chèque pour démarrer, des partenaires qui m'ont suivi, tout était bien sous tout rapport. Cette vie de chef d'entreprise, elle est difficile. Elle est difficile et ça tombe pas sous le sens. Et aujourd'hui, j'accompagne des gens en tant que parrain à Initiative en Joue, je rencontre, qui démarrent pareil et je me retrouve quand je les regarde. Et ouais, il y a plein d'erreurs qu'il faut pas faire et on va en parler, je l'espère. En tout cas, j'ai racheté cette entreprise, je l'ai gardée 7 ans, je l'ai liquidée. 2016, comme je vous l'ai dit, j'ai essayé de reconstruire plus malin, en étant plus malin et ça n'a pas marché. J'ai compris que ce n'était pas possible pour moi de continuer sur cette voie-là. Alors, je me suis lancé dans autre chose, c'est-à-dire que j'ai fait table rase sur les salariés, terminé, j'en veux plus. J'ai fait table rase sur les machines, les investissements, etc. Et je me suis lancé tout seul, manager de transition, c'est-à-dire j'interviens dans les entreprises, j'intervenais, parce que je ne le fais plus vraiment, j'intervenais dans les entreprises en prenant des postes. C'est-à-dire que le vendredi, un directeur disparaît, ou démissionne, le lundi, il en faut un autre pour éviter une guerre des lieutenants, et ils prennent un manager de transition qu'ils mettent en place pour 3 mois, 6 mois,
il tient la barre, le temps que les ressources humaines et la direction trouvent une solution pour remplacer la personne qui est partie, et le manager de transition s'en va. L'avantage de ce métier-là et de mes collègues et moi-même, c'est qu'on est vraiment sur de la frappe chirurgicale. On est un plombier qui intervient chez vous, on n'est pas là pour juger la déco. C'est-à-dire que quand on intervient dans une entreprise, on fait le boulot pour lequel on est mandaté et ça s'arrête là. Il n'est pas question de créer des liens d'entreprise, on ne cherche pas un travail, pas de CDI. Ceux qui cherchent un CDI, ce n'est pas des managers de transition. On vient et on repart. On est des mercenaires quelque part. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans, un peu plus de 2 ans. C'est très bien, mais ça nous amène à partir très loin parce que les missions ne sont pas forcément devant la porte. Et pour des raisons personnelles, j'ai dit il faut que je trouve une autre solution. Je me suis lancé dans autre chose. Euh, euh, En parallèle, parce que manager de transition, c'était en parallèle de l'accompagnement que j'ai fait avec 60 000 rebonds. J'avais un coach. Et le management de transition m'a fait comprendre que la force humaine, les gens, c'est la clé, en fait, d'une réussite et d'un succès dans une entreprise. On peut parler de machines, on peut parler de technologie, on parle d'argent, en fait. Si vous ne savez pas faire des comptes, vous avez des experts qui vont faire les comptes à votre place. Vous ne savez pas réparer une machine, vous appelez quelqu'un. C'est une question d'argent. Par contre, avoir une assistante qui est heureuse dans son poste, qui ne veut pas prendre de responsabilité parce que ça la stresse, c'est pas de l'argent, c'est pas des machines, c'est du comportemental. Et j'ai souhaité devenir coach professionnel pour rajouter cette compétence à mon métier de manager de transition, de manière à ce que quand j'arrive dans une entreprise, je ne fais pas que faire un super lean management ou une réorganisation industrielle ou une fusion-acquisition d'entreprise. Je m'occupe des personnes principalement. Et en s'occupant des personnes, c'est comme dénouer des cheveux longs emmêlés. On commence par le bas, parce que si on commence par le haut, on fait que resserrer les nœuds. Donc, il faut commencer en bas. Et commencer avec les personnes, eh ben, ça se dénoue tout seul très souvent. Il y a des personnes qui ne sont pas à la bonne place, il y a des personnes qui ne sont pas heureuses, des personnes qui ont des comportements de dominants dans une structure alors qu'on leur demande d'être plutôt soumis. Il y a des gens qui sont dans la marginalité, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à rester dans un groupe social. Donc ça fait des codires où ben, ça chauffe très fort parce qu'il y a une personne qui, elle, n'est pas heureuse quand elle est en groupe. Elle est heureuse quand elle est seule et quand elle travaille de son côté. Donc elle a comment dire, elle sait faire de la cohabitation sociale, mais pas trop longtemps. Donc, il faut être capable de libérer un peu cette personne, de lui redonner de l'aisance, etc. Et tout ça, c'est le monde du comportement. Et je suis formé aux approches neurocognitives pour ça. Et aujourd'hui, j'interviens dans les entreprises à un autre niveau. Donc, j'ai quitté le management de transition, même si je fais encore quelques missions de temps en temps, pour faire du conseil. Et je fais du conseil en organisation et en management. Mais qu'est-ce qui se passe? Je fais un audit de l'organisation parce qu'il y a un problème X. La dernière entreprise avec qui j'ai travaillé, 4000 personnes, un groupe de 50 personnes est en difficulté. Qui des arrêts maladie, qui des démissions, qui des burn-out, qui des incapacités à aller au travail le matin, simplement, très difficile. Et ils m'ont demandé de venir les aider parce que c'était plus possible, c'était le bas du cheveu, il fallait le démêler, ce coin-là. On a bossé 1 an et demi ensemble. Le rapport que je leur ai fait les a mis par terre et on continue à travailler la suite et on remonte tout doucement. Mais c'était du comportemental et il y avait du coaching à faire. Et j'ai coaché ces personnes-là, en tout cas certaines d'entre elles, pour les aider à retrouver pied. C'est-à-dire que certaines n'étaient pas à leur place, certaines espéraient autre chose de leur hiérarchie. Ils parlaient de leur hiérarchie comme d'une autre entreprise. C'est tel étage, c'est le quatrième, c'est pas nous. Ils comprennent rien à ce qu'on fait. Et il a fallu recréer cette culture d'entreprise commune et refaire d'eux un groupe. Et une fois que la cohésion est revenue, les choses se sont simplifiées, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, mon travail, c'est non seulement apporter mon expérience dans l'entreprise et son organisation et dans les équipes, le management des équipes, faire le scan, c'est presque un scan d'un poumon, pour voir où sont les points chauds pour pouvoir les résoudre et intervenir auprès des personnes, parce que c'est là que ça se passe. Et quand on est chef d'entreprise, qu'on reprend une entreprise, on néglige un petit peu cette chose-là, parce qu'on vient souvent d'un monde salarié où tout fonctionne tout seul, puisqu'il y a les fonctions de support. Mais quand on a une petite PME de 40, 50, 100 personnes, eh ben, on est obligé de se débrouiller tout seul et on n'a pas forcément la fibre pour ça. Et il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Je passe sous silence la fierté d'être chef d'entreprise, l'orgueil que l'on porte tous, et qui nous fauche quand on doit liquider notre boîte, parce qu'il y a les contingences économiques contre lesquelles on ne peut pas faire grand-chose. Je ne suis pas certain qu'il y ait que des mauvais gestionnaires qui liquident leur boîte. Il y a aussi des choses contre lesquelles on ne peut rien faire. Ça va des due diligence au moment de la reprise, hein, donc l'audit initial qui va faire la cartographie de votre entreprise, savoir ce que vous rachetez, jusqu'à des crises de marché, des défaillances de personnes clés qui partent, etc. Bref, il y a un univers infini de bonnes raisons pour qu'une entreprise subisse un échec. Mais le chef d'entreprise doit être prêt et se dire que
Oui, ils tombent, mais c'est pas la fin. C'est destructeur parce qu'on a mis tout notre orgueil et notre image de marque pour notre famille, pour nos amis, pour nos relations professionnelles, voire simplement sociales. On est un chef d'entreprise qui soudainement n'est plus rien. Et on regarde les gens et on a l'impression qu'ils nous jugent. Et en fait, ils ne nous jugent pas, ils y apportent très très peu d'importance et souvent ils ont plutôt envie d'aider. Mais nous, dans notre orgueil, on est souvent pris par ça et on ne sait pas comment réagir. Et on va se cacher. Et quand on se cache trop, c'est-à-dire que souvent les entreprises qui commencent à défaillir, crise de trésorerie, on a commencé à se demander comment je vais payer mes salaires à la fin du mois, la tension est là. Et c'est là qu'il faut chercher de l'accompagnement. Chez quelqu'un, des pairs, des groupes de chefs d'entreprise, mettre tout sur la table et laisser son orgueil de côté pour parler librement. Si vous ne dites rien, si on ne dit rien, comme moi je n'ai rien dit, eh bien on finit tout seul et on tombe. Et ça, c'est une erreur extrêmement profonde. Et chez les managers, ça arrive aussi dans les entreprises, qui ne sont pas chefs d'entreprise, mais les managers se taisent, ils sont en difficulté, ils ont honte quelque part de leurs difficultés, alors qu'ils sont censés être des winners, des gagnants, des jamais face à l'échec. Et c'est une erreur. L'échec permet d'apprendre. J'étais gamin, j'allais à la patinoire, on était deux accrochés au bord. Vous savez, j'avais 9 ans, je me souviens. Mon camarade, lui, il s'est lâché très vite. Dans l'après-midi même, il n'arrêtait pas de tomber, j'étais mort de rire. Et il se relançait, il retombait, il se relançait, il retombait. Ouais, mais lui, en 15 jours, il savait patiner. Moi, j'étais toujours accroché au bord. Donc, c'est des choix. Ça ne veut pas dire que j'ai fait des mauvais choix ou lui a fait des bons choix. C'est qu'il s'est lancé, il a appris, il s'est cassé la figure et il a appris à faire du patin à glace. Ça marche pour le ski, c'est pareil. Si vous apprenez pas à tourner, vous ferez jamais de ski. Et pour apprendre à tourner, il faut tomber. Ben voilà, c'est pareil. Les chefs d'entreprise, ils tombent, ils ont des échecs, ils apprennent. On est d'une richesse incroyable. Vous pensez bien que plus de 95% des chefs d'entreprise qui ont liquidé leur boîte ne reliquident jamais leur boîte, la suivante qu'ils ont créée. Des très grands de notre planète, des patrons de Windows, Apple, machin, ils ont tous eu des échecs et ils ont réussi à rebondir et c'est reparti. Pourquoi? Parce qu'on a appris. Et comme on a appris, on est meilleur. Donc, la première chose que j'ai envie de dire, c'est jugez pas ceux qui sont en échec et qui sont tombés. Ils n'ont pas voulu. C'est pas forcément qu'ils sont mauvais, c'est des fois la faute à pas de bol. Mais surtout, il faut les aider, il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé avec eux. Et la deuxième chose que j'ai envie de dire, ne restez pas cachés, vous avez une question à poser, posez-la. Vous allez dire, ouais, mais moi je pose des questions, ça ne me gêne pas. Ouais, mais non, vous n'êtes pas dans le fond. Quand il y a un problème, vous regarderez, vous constaterez que souvent, vous allez cacher votre peine et votre difficulté en vous disant, ça va passer, je vais m'en sortir. J'ai liquidé ma boîte, je suis sorti du tribunal de commerce, c'est après avoir marché près de 20 mètres, 30 mètres, que j'ai compris que j'avais perdu mon entreprise. Jusqu'à la dernière seconde, je me suis battu comme un chien et j'y ai cru. J'ai pas vu que c'était plus possible. Et ça, c'est le chef d'entreprise. Quand on est en difficulté, on baisse la tête, on serre les dents et on y va. Parce que c'est notre culture d'entreprendre. Et c'est bien, c'est beau, mais il ne faut pas avoir peur de repartir. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et méfiez-vous de l'état d'esprit que vous avez quand vous vous asseyez sur le siège, que vous avez repris une entreprise, et la vérité de la vie qui est après. Il faut être très prudent. On n'a pas d'amis, il faut bien se comprendre, il faut bien se connaître. Si je fais quelque chose, il faut savoir pourquoi on le fait. Et pas se dire que c'est parce qu'il y a les copains qui me regardent ou que je dois faire ça parce que c'est des mauvaises motivations. Il faut y aller parce que vous avez compris pourquoi vous le faites et parce que c'est nécessaire. Et on parlera dans une autre vie de ce qu'on appelle le business plan. Merci, merci Pascal. Alors, qu'est-ce que ça a changé chez moi? Pascal, tout ce qu'il vient d'exprimer et de dire, j'adhère à 200%. C'est la solitude du dirigeant, c'est la solitude de l'entrepreneur qui soit a créé, a repris, mais il y a un moment, vous vous retrouvez seul par rapport à vos convictions, votre vision, la façon dont vous avez envie de porter le projet. Et aujourd'hui, moi, ce que je retiens de mes échecs, puisque j'en ai eu 3 collatéraux, hein, j'avais 3 boîtes et évidemment les 3 sont tombés, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vraiment l'envie, le besoin, le souhait d'être beaucoup plus dans la collaboration. Alors, peut-être que c'est aussi l'ère du temps sur cette intelligence collective qui fait qu'on est peut-être moins solitaire et moins leadership que dans les années 90-2000. Mais néanmoins, je trouve que l'aventure d'entreprendre, elle est plus forte quand on est à plusieurs. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être le patron, le dirigeant
de son projet et de son entreprise, mais je suis convaincu qu'il y a un équilibre à trouver entre cette vie personnelle et cette vie professionnelle. Pascal, comme moi, aujourd'hui, dans nos vies professionnelles, nous travaillons beaucoup moins. Beaucoup moins, nous travaillons différemment et peut-être plus intelligemment aussi. Donc, je vois l'heure, Océane me dit, il est 45 et nous avions vraiment envie d'échanger avec vous plutôt que ce soit un monologue. Alors, si vous pouvez, si vous avez envie peut-être de réouvrir les micros, bon, on n'est pas nombreux, ce sera plus sympa. Et puis peut-être les caméras, si vous voulez, parce que là, on a un peu l'impression de parler à ma télévision. Ça m'était pas arrivé depuis longtemps de parler à ma télévision, mais voilà, ce sera peut-être plus sympathique si on peut vous voir et qu'on puisse échanger et répondre à vos questions. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, est-ce que parmi vous, vous avez des questions? Est-ce que vous voulez qu'on aborde d'autres thèmes? Ah, c'est toujours la première question à poser. Alors, n'hésitez pas à les poser par écrit si vous préférez. Mais voilà, ce qui est certain, c'est le regard que vous pouvez ressentir quand vous prenez les pieds dans le tapis. Il est franco-français. Il y a une chose, moi, qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est d'échanger avec des gens qui ont eu des expériences dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis, en Angleterre, qui se sont plantés, et notamment un type que j'ai rencontré qui m'a dit, mais il me dit, raconte-moi ta levée de fonds. Et donc, j'ai levé 1,5 million d'euros sur la première levée de fonds de ma start-up. Et il me dit, mais tu l'as obtenu comme ça? Bah, je lui dis, ouais, ça a été dur. Je suis allé voir des investisseurs, des fonds d'investissement, des structures d'investissement de banques, hein, pas les banques directement, c'était trop risqué. Il me dit, mais aux États-Unis, mais jamais tu aurais pu réussir ce que tu as fait. Et en fait, il y a un prisme qui est faussé en France, c'est que comme notre vision de l'échec n'est pas une expérience positive, mais vraiment, quand on se plante, on est catégorisé comme le dernier des losers ou des couillons. Moi, j'ai perdu mes boîtes, j'ai tout perdu, j'ai perdu mon patrimoine, je me suis retrouvé en slip et avec rien du tout, mais j'ai pas perdu mon savoir-être, j'ai pas perdu mon savoir-faire, j'ai pas perdu mes convictions et j'ai surtout gagné en expérience. Aujourd'hui, si on me donnait la chance, mais je n'en ai pas envie, de réécrire l'histoire une deuxième fois, je sais exactement là où j'ai pris les mauvaises décisions, là où j'ai pas suffisamment insisté pour mes convictions. Et je suis bien meilleur, le Christophe Guichetot de 2021, il est bien meilleur que le Christophe Guichetot de 2016. Alors c'est clair, quand vous êtes engagé dans différents réseaux, que vous connaissez pas mal de monde, que tout le monde vous connaît, et que au lieu de faire la une des journaux pour votre levée de fonds, vous faites la une des journaux parce que vous êtes pris le mur, ben, le regard des autres peut être plus compliqué à recevoir. Mais sincèrement, c'est un petit mauvais moment à passer et derrière, mais la richesse de cette expérience de l'échec fait, et Pascal prenait cet exemple du patinage artistique. Rappelez-vous, alors rappelez-vous, non, on s'en rappelle pas, mais gamin, quand on apprend à marcher, ben, on se relève tout le temps. Quand vous faites du vélo, quand vous apprenez une nouvelle discipline, etc. Et en fait, c'est quand même tout cet environnement des conventions sociales qui fait que échouer, c'est compliqué. Mais vous prenez un artiste, un scientifique, un athlète de haut niveau, comment il progresse? Tous les jours, il progresse en échouant, tout simplement. Mais on l'a oublié dans notre culture d'entrepreneur
c'est de pouvoir essayer. Alors, le bémol, c'est quand vous mettez trop d'investissement, que ce soit l'investissement humain, personnel, financier, matériel, c'est quand vous vous surexposez. Plus jamais je ne me retrouverai dans la position de risque dans laquelle je me suis mise parce que j'étais parti dans une dynamique où j'avais envie de pouvoir garder la main. Mais demain, je préfère détenir peut-être 5% d'un projet que 51% d'un projet, parce que si ça ne réussit pas, bah, je ne mettrai pas tout en péril et tout en jeu. Donc c'est vraiment cet équilibre. Tu as raison. L'important dans entreprendre, c'est être en sécurité. On n'est pas des warriors, on n'est pas là pour faire la guerre, on est là pour avancer, pour créer de la valeur. Et cette création de valeur ne doit pas se faire aux dépens de ce qui nous entoure. Si on perd notre boîte, qu'est-ce qui nous reste? C'est notre famille. Déjà, il ne faut pas que la famille elle en souffre de notre gestion d'entreprise. Sinon, ça devient très compliqué déjà à la maison. Donc, si à la maison, c'est pas facile, eh bien, l'entrepreneur est fragilisé, hein, homme ou femme, peu importe. Et s'il est fragilisé, il fait moins bien son boulot. Donc, il faut s'assurer qu'en permanence, tout va bien à la maison. Et une fois qu'on sait que tout va bien à la maison, il faut s'assurer qu'on est en sécurité dans notre boîte. Aujourd'hui, si je devais refaire, bon, j'avais fait un deal avec ma femme, on va miser tant pour reprendre une boîte. Ok, ça c'est en 2009. Je lui ai dit, on peut tout perdre. J'y croyais absolument pas, hein, puisque winner dans la tête, winner toujours. Et j'y croyais absolument pas, mais au moins la somme était fixe. J'ai été caution de rien. Et j'ai dit, si je dois être caution de mes emprunts, eh ben, je n'emprunte pas. J'ai acheté une boîte qui faisait plus de 2 millions d'euros. J'ai mis 150 000 euros sur la table. Le reste, ce ne sont que des emprunts. Des gens qui m'ont fait confiance et j'ai pu rembourser la majeure partie de ces emprunts-là, heureusement. Mais je suis parti avec l'idée très précise de, voilà, ma mise, c'est ça. Je joue à la roulette et si je suis assez bon, je vais gagner. Si je suis pas assez bon, je ne perdrai que ça. Et ça, c'est hyper important. Ensuite, en tant que chef d'entreprise, ce que j'aurais fait, c'est prendre une assurance chômage. Ça a l'air bête comme ça. Mais mine de rien, quand on en sort et qu'on liquide sa boîte, parce que ça peut arriver à n'importe qui. J'ai été dans le caoutchouc, j'ai acheté 1 euro le kilo de caoutchouc, j'en faisais 20 tonnes par mois, 20 000 kilos, d'accord? En 6 mois, il est passé à 3,50 €. Toute ma trésorerie d'exploitation s'est évaporée d'un seul coup. J'étais en crise au bout de 6 mois. Donc, on ne peut pas prévoir ces choses-là. Et si vous avez une assurance chômage derrière, même si elle coûte un petit peu, ben, quand vous en sortez, ben, pour les 2 ans qui suivent, vous êtes un peu en sécurité, vous pouvez vous reconstruire. Et c'est ce que l'on constate dans l'assaut. On accueille des gens qui ne se sont pas mis en sécurité. Il n'y en a pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, qui ont prévu l'hypothèse qu'ils allaient devoir s'en sortir d'une autre manière. Et ceux-là, eh bien, ils sont beaucoup plus sereins que les autres. Donc, protégez-vous en permanence. Et si vous sentez des tensions dans votre fonctionnement d'entrepreneur, la trésor, vous n'arrivez plus à gérer, un doute sur comment payer les salaires, des gros clients qui vous lâchent un tiers, n'hésitez pas à chercher du conseil autour de vous. Alors, pas forcément du conseil de coach. Moi, j'aurais l'air de parler pour ma paroisse, mais oui, un coach, des fois, c'est bien. Mais des gens qui savent faire. Ça peut être votre banquier, ça peut être votre expert comptable. Bien sûr, ce sont des gens qui facturent, les avocats, les experts comptables. Donc, dans ce sens-là, ils sont soupçonnables de. Néanmoins, ils ont l'expertise et ils savent faire. Donc, il ne faut pas hésiter à leur demander conseil et se mettre sur la table auprès de nos partenaires chefs d'entreprise. On est tous plus ou moins dans les clubs. Expliquer ce qui se passe. Et puis, demander de l'aide. Demander de l'aide. Chef d'entreprise, il a le droit de demander de l'aide. C'est pas forcément un soi-fort permanent et omnipotent. Des fois, ça va pas bien. Il a besoin de parler à quelqu'un et qui n'est pas sa secrétaire ou son bras droit. Quelqu'un d'autre qui regarde de loin d'une autre manière. C'est pour ça qu'il y a plein de réseaux d'entrepreneurs qui sont là pour aider et pour consolider des savoir-faire et les partager. Et ça, c'est hyper important. Faites-vous confiance, ayez confiance, mais n'hésitez pas quand il y a une alerte, hein, quand vous êtes malade à la maison, vous agissez tout de suite. Et bien, quand l'entreprise est un peu malade, il faut agir tout de suite aussi. Il ne faut pas attendre. Parce qu'une fois que c'est trop tard, c'est trop tard. Et comme la médecine chinoise, c'est important de faire de la prévention. N'hésitez pas vraiment à échanger, regarder, enfin, rejoignez des réseaux, quels qu'ils soient. Je veux dire, le territoire ici, sur le Maine-et-Loire, il est couvert par de tous les réseaux inimaginables, hein, que ce soit le CJD, l'APM, la CPME, le MEDEF, enfin, je ne vais pas tous les citer, mais vous ne devez pas rester seul dans un projet. Et surtout, n'hésitez pas à être
transparent. Alors la transparence, ça ne veut pas dire de dire tout n'importe comment et de n'importe quelle façon, mais à un moment, de cacher sa situation ne vous aidera pas à pouvoir régler vos problèmes. Donc, échanger, discuter, ce qui vous permettra d'anticiper. Moi, aujourd'hui, ce que je retiens de mon expérience, c'est vraiment d'avoir insisté, et peut-être de ne pas m'être assez battu à un moment pour voir plutôt le plan B que le plan A prendre forme. Il ne faut pas lâcher, finalement. Il ne faut pas lâcher vos convictions, mais il ne faut pas non plus vous entêter. Une fois que vous sentez que c'est terminé, il y a plein de solutions, de dispositifs qui existent. Oui, encore une fois, c'est la mort de votre projet entrepreneurial, mais vous ne perdez pas votre capacité de rebondir et d'entreprendre. Et il ne faut pas oublier que tous les grands capitaines qui ont navigué sur les océans de la planète ont un jour rencontré une tempête qui était trop forte pour eux. Et ils ont coulé. Beaucoup ont disparu. C'était des gens qui étaient immenses dans leurs compétences. Donc ça nous arrive aussi. Heureusement, notre vie à nous n'est pas en danger. Il ne faut pas avoir peur de cet échec-là. Il faut simplement être prêt à s'en prémunir et il faut l'éviter. On ne réussit pas parce qu'on a eu un échec. Heureusement, il y a des gens qui réussissent, qui ne connaissent jamais l'échec et bravo à eux. Maintenant, subir un échec ne veut pas dire qu'on est marqué pour la vie dans l'échec. Il ne faut pas abandonner, il ne faut pas perdre confiance en soi. Dans les pays anglo-saxons, les banquiers, si vous avez déjà eu un échec, ils vous prêtent. Si vous n'avez pas eu d'échec, ils regardent le dossier un peu plus précisément. Parce que le fait d'avoir eu un échec vous a donné l'expérience. Et ça, c'est une richesse. Quand je vois je connais à peu près 50 à 60 chefs d'entreprise qui ont liquidé leur boîte aujourd'hui, puisqu'avant, j'étais à Nantes. Et on est tous amis et on se connaît bien et on a créé des structures derrière qui n'ont rien à voir avec nos métiers pour certains d'entre nous. Et on est tous très riches et on a tous le sourire. Et ça, c'est juste formidable. Maintenant, pour avoir le sourire, pas obligé de passer par l'échec, bien entendu. Ayez confiance en vous, en tous les cas. Il y a des gens qui sont là pour vous aider, dans tous les cas. Est-ce que nous prenons peut-être une question ou un commentaire Laisse-moi le dire. avant de J'aimerais pouvoir bien qu'on prenne terminer? une dernière question. J'ai envie de la faire depuis très longtemps, celle-là. Il reste 180 secondes. 179. Donc, pas d'inspiration à Nicolas. Boum, Allez, non. pas une Si. question, mais un petit témoignage. Ce midi, j'étais en réunion avec la maîtresse de de ma fille qui a 8 ans. Et voilà, et on a constaté effectivement la peur de l'échec, quoi. Ma fille a besoin d'être rassurée, de faire que la dictée soit parfaite, tout ça. Et on a essayé de lui faire comprendre que bah non, tu peux te tromper sur un accent dans ta dictée et c'est pas grave. Voilà, tout le monde se trompe. Donc ça commence très jeune. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Complètement. Merci Nicolas. Philippe. Micro. Ouais, votre micro. Micro. Oui, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend bien. Bah oui, c'est très enrichissant ce que vous dites. Et ben moi, c'est un peu délicat d'en parler comme ça en direct, mais c'est ce que je suis en train de traverser en ce moment. Et moi, c'est une première fois c'est une première fois. Et donc, ce que vous dites, bah, ça m'intéresse et j'aurais voulu savoir plus précisément sur qui ou sur où est-ce qu'on peut aller. Alors, dans la présentation, j'ai mis les coordonnées justement de Régine Rouillon qui est en ligne. Régine, c'est notre coordinatrice d'antenne chez 60 000 rebonds. Vous allez sur le site de 60 000 rebonds, Philippe, et puis vous prenez nos coordonnées. Et puis, n'hésitez pas à nous appeler. Voilà. Un coup de fil, on le donne aisément, facilement et avec plaisir. Un simple échange, des fois, ça permet de recaler un petit peu les choses. Et puis, voilà. Donc, je ne sais pas exactement quelle est votre situation, mais si vous êtes en très grande tension dans votre boîte, n'hésitez pas à nous appeler et on parlera un petit peu de votre situation. Ce n'est pas un souci. Je le fais déjà au niveau bénévole. Ouais. Christophe également sur d'autres structures.
Donc, il n'y a pas de problème. Notre but à nous, c'est pas d'avoir le maximum de ER qui rejoignent l'association, c'est d'en avoir le minimum. La vraie victoire pour nous, c'est dissoudre l'association parce qu'il n'y a plus de clients. Donc, surtout, on veut éviter les défaillances d'entreprise et on veut éviter le mal-être des chefs d'entreprise parce que chaque chef d'entreprise qui tombe, il emmène des emplois avec lui. Et s'il emmène des emplois avec lui, c'est des familles qui tombent, etc., etc. Vous connaissez la cascade. Alors, merci Philippe pour ce témoignage. Il est 15 heures, malheureusement, nous sommes obligés de couper. Un grand merci à toutes et à tous. Et puis, n'hésitez pas, voilà, à venir échanger. Nous sommes à votre disposition. Merci, à bientôt. À très, très bientôt. Au revoir.